Dans la vidéo précédente, nous avions laissé un Afghanistan libéré. L'accord de Bonn venait d'être signé et les États-Unis promettaient la paix et une ère nouvelle de prospérité aux Afghans. Donald Rumsfeld vient à Kaboul installer la Pax Americana, promise par les Américains aux Afghans. Alors des millions d'Afghans ayant fui 30 ans de guerre rentrent chez eux pleins d'espoir, à l'écoute des déclarations des dirigeants des États-Unis. Elle promettait d'importer sa démocratie et son confort. Tout le monde de part et d'autre y croyait. L'Occident est sûr de ses missions et l'Afghanistan croit à un monde à son chevet. Alors les attentes placées dans cet espoir étaient peut-être trop démesurées par rapport à la réalité du possible. Les ONG et les humanitaires arrivent dans ce pays ravagé, des projets plein la tête face au travail de reconstruction. Et les Afghans voient débarquer en février 2002 l'ISAF, l'armée de la coalition internationale dont la mission est de désarmer les puissants seigneurs de guerre et de former l'armée afghane multiethnique pour dissoudre les lois tribales qui règnent dans ce pays. Seulement, il ne s'agissait plus d'une simple opération de police et faire la chasse à Ben Laden, mais la reconstruction d'un État démocratique afghan. Et là, c'est une autre dimension. L'engrenage dans lequel est entrée la coalition internationale fera prolonger la guerre pendant encore de longues années. En octobre 2004, les premières élections démocratiques sont organisées. Les Afghans y participent en masse et Hamid Karzai est élu. Les seigneurs de guerre, que l'on appelle désormais les seigneurs de l'Afghanistan, sont nommés à la tête des ministères. En 2003, les États-Unis se tournent vers l'Irak, qui détiennent les fameuses armes de destruction massive. Leur nouvelle guerre juste. Ils réduisent considérablement le nombre de militaires sur place et laissent l'Afghanistan en proie à l'appétit financier sans limite des seigneurs et leurs dérives. Les talibans avaient interdit la production du pavot, ce qui leur avait valu une désaffectation et une perte de popularité dans la population. La coalition autorisera la production, emplissant au passage les poches des dirigeants du gouvernement. La corruption était devenue une pratique normale. C'est à celui qui fraudera le plus. Et la plupart des membres qui dirigeaient ce Parlement étaient des voyous. La mafia politique a été engendrée par la mafia de l'argent. 10 milliards de dollars par mois affluent dans Kaboul, qui se transforme en mégapole. Tout est à reconstruire. Et chaque appel d'offres fait l'objet de pots de vin. La communauté internationale a orchestré la reconstruction en engageant des sociétés occidentales, et principalement américaines. Quand un projet est initié, 30% des subventions y étaient réellement affectées. 20% allaient dans les poches des ministres, et le reste repartait d'où elles venaient. Des frais de gestion exorbitants des entreprises occidentales servaient de paravent et permettaient de faire retourner l'argent aux États-Unis. On nous a dit que des milliers de dollars ont été gaspillés en Afghanistan. Mais ce ne sont pas les Afghans qui les ont gaspillés. Quand les Américains sont arrivés, les gens se sont imaginés que des barrages seraient construits, que le pays se développerait, qu'ils auraient une meilleure vie. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Comme disait mon ami Ali, ils n'ont fait que des broutilles et n'ont tenu aucune promesse. Les milliards ont atterri dans les poches des petits protégés de la communauté internationale qui ont renvoyé cet argent à l'étranger. Alors il fallait montrer des résultats aux yeux du monde qui regardait. Alors pour les objectifs des caméras occidentales, l'on reconstruit une école ici, là une route
Et encore là, un petit barrage. L'Afghanistan est considéré le pays le plus corrompu au monde. Tout le monde est présent sur le terrain et prend sa part du gâteau. Les entreprises, les intermédiaires afghans, les consultants occidentaux et même les humanitaires y vont de leurs petites chansons. Une nouvelle oligarchie est apparue et tout ce beau monde s'affiche dans un train de vie luxueux et des signes extérieurs de richesse. L'aide internationale est ainsi confisquée. Tout ce que les Afghans vendent est fabriqué en dehors du pays. Le chômage fait rage dans la jeunesse afghane. Il n'y a plus de travail, aussi bien dans les ONG que dans les entreprises qui sont venues s'installer pour la reconstruction du pays. Le trafic de drogue est aux mains des seigneurs de l'Afghanistan. Il leur permet de financer des milices qui sont devenues des polices privées, comme eux sont devenus ministres. 1,5 million d'Afghans sont devenus toxicomanes. Alors la promesse américaine a tourné très rapidement à la confiscation du pays. Et le désenchantement des Afghans est à la hauteur de leur désillusion, c'est-à-dire immense. Ceci fera un véritable terreau pour la guérilla talibane. وجهل امي ما وبسمتها بالدنيا ما بدلها انقطع قلبي مدمعتها شفت الصحراء ورملتها شفت البلدان بجملتها نسيت حنين قبلتها ودارت الايام وما فات غرام ودارت الايام وما فات ندام قلب الميمة اما يبدل سلام قلب الميمة اما يبدل سلام غلبت الفرسان برمتها En 2003, les talibans se réorganisent derrière la frontière avec le Pakistan et avec le soutien des tribus pashtunes pakistanaises et lancent des incursions dans le sud de l'Afghanistan. Cette frontière, qui sépare la seule et même ethnie pashtoune, n'est en fait qu'une délimitation artificielle créée en 1947 lors de la partition avec l'Inde. À l'été 2004, le gouvernement pakistanais, après plusieurs tentatives pour capturer les talibans hébergés par les tribus pashtunes, lance une attaque militaire qui tourne à la guerre civile, risquant de se propager à l'ensemble du pays. Le président Musharraf signe un accord de paix avec les chefs de tribus pashtunes. Et les États-Unis prennent cette signature pour une trahison. Et pourtant, en 2005, un commandant américain lance une alerte sur la situation du terrain. Les talibans installent doucement leur insurrection avec l'appui de la population et remontent vers Kaboul. Mais aveuglés par leur guerre éclair sur les talibans, l'administration américaine n'y prête pas garde. Au printemps 2006, les talibans progressent de plus en plus et lancent leur insurrection à tel point qu'en février 2007, la situation devient suffisamment critique pour que Bush lance un appel à la coalition internationale pour renforcer les troupes sur le terrain. Les Américains ont 23 000 hommes sur le terrain afghan et 150 000 sur le terrain irakien. Mais le doute s'installe et certains pays, notamment le Canada en tête, retirent leur armée. En juillet 2008, Sarkozy, fraîchement élu, et impatient de jouer un rôle sur la scène internationale, envoie 1000 soldats. Ce changement de politique de la France ne tardera pas à coûter la vie à 10 soldats français, pris en embuscade par les talibans.
Et les talibans s'exhiberont avec leur tenue militaire. Et ces images seront reprises par une certaine presse nationale. Mais surtout, on s'apercevra au travers de ces images que l'on lutte contre la population qui a rejoint les rangs des talibans. Et le 24 avril 2008, lors d'une interview télévisée, Sarkozy reprend les mêmes accents va-t-en-guerre de Bush en 2001 et déclare que ce n'est pas une guerre, car nous nous battons aux côtés des Afghans. Et ce qui est faux, car le peuple afghan a rejoint les talibans. Il termine par une diatribe sur la sauvegarde des femmes afghanes enfermées dans leur burqa. Pendant la campagne, oui, vous disiez aucune armée étrangère dans toute l'histoire du monde n'a réussi à gagner une guerre. Mais sauf que c'est pas une guerre là, puisque nous sommes aux côtés des Afghans. Allez, est-ce qu'on laisse les talibans revenir? Est-ce qu'on laisse Al-Qaïda avoir une victoire? Est-ce qu'on se couche sous prétexte qu'on dirait, oh finalement, ce monsieur Ben Laden n'est pas si mal que ça? Oh finalement, ces talibans, c'était pas si mal que ça? Eh bien, c'est pas mon opinion. Cette guerre ressemble de plus en plus à une lutte de libération. Et l'amalgame qui a permis l'envoi des troupes de la coalition en Afghanistan ne résiste plus à la réalité du terrain. Plus les talibans mènent des actes de guérilla, et plus la coalition intensifie les représailles, faisant apparaître la coalition comme une force d'occupation attaquant les populations qu'elle était censée protéger. La coalition ne veut toujours pas faire la différence entre la guerre de libération que mènent les talibans et le terrorisme d'Al-Qaïda, car cela remettrait en cause toute la logique guerrière initiée en 2001.